« 27 degrés estimés dans tout Cotonou. » Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Sommet africain sur l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie. La vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talataï, prend part accompagnée d'une forte délégation. Suivez dans ce 13h au Bénin quelques bouts de son adresse à l'occasion de cette rencontre internationale. Les membres du comité de pilotage du projet SENS font le point des 5 années de mise en œuvre dans les établissements scolaires au Bénin. C'est à la faveur d'une session qui se tient au ministère des Enseignements secondaires. Les détails dans ce journal. Et puis, nous allons parler du projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos, dont la mise en œuvre n'est désormais qu'une question de temps. Des experts présents à Cotonou échangent sur plusieurs points y afférents. Les précisions dans un instant. Actualité oblige, nous parlons de la 6e journée du procès qui tient toute la nation en haleine. Il s'agit du procès Bokor Meki dans l'affaire complot contre l'autorité de l'État. Et nous recevons sur ce plateau William Cliquant qui va nous résumer le déroulé de cette journée. William, bonjour. Bonjour Esther, bonjour à tous. Alors, que retient-on de cette journée de procès contre Olivier Bokor et Oswald Meki? La grosse information, le procureur spécial de la Criette requiert 10 ans de réclusion criminelle contre Olivier Bokor et Oswaldo Meki, les principaux accusés dans cette affaire de complot contre l'autorité de l'État, et 20 ans contre Roch Nyeri, pour lequel il a été relevé dans la réquisition du procureur spécial qu'il a quitté le Bénin le jour même des faits. Eh bien, le procureur demande aussi l'acquittement pour les 3 autres co-accusés dans cette affaire. Retenez le film de la journée, 9h37, la journée est reprise, l'audience est reprise. 9h40, le procureur Mario Metonou reprend du service. Sa réquisition était attendue. C'est justement par là que la journée s'est ouverte à la Criette. Plus d'1h30 de réquisition. Je suis plongé dans un dilemme cornélien. C'est par là qu'il ouvre ses propos en bon milieu. Plongé dans un conflit entre l'amitié, l'affection et le devoir. Je vous connais toujours, mais le devoir m'appelle. Vous imaginez un peu l'état d'esprit du procureur spécial à l'entame de son réquisitoire. Je dois le confesser, j'aurais préféré être ailleurs ce matin. J'aurais préféré que ce soit un canular, un mauvais rêve. Le procureur spécial qui justement a motivé sa réquisition à travers quelques phrases fortes, j'en cite quelques-unes Esther. Oui. Cette générosité exclusivement en direction du colonel en charge de la sécurité du président de la République n'est pas neutre. Il s'agit d'un cadeau offert dans un but de briser la loyauté du colonel. Mario Metonou pourra dire que Oswaldo Meki a varié sur l'origine et la destination du 1,5 milliard de francs CFA. Une enquête sur son patrimoine a montré qu'il ne pouvait pas avoir 1,5 milliard d'économies comme il l'a prétendu. Et justement, alléguant, sinon motivant son réquisitoire de la sorte, il s'est posé quelques questions. Qui a intérêt, qui a les moyens de financer, qui a financé justement les réponses à ces 3 questions vous conduiront directement à Olivier Bokor. Donc ce sont là les motivations de droit qui ont amené le procureur spécial à avoir cette réquisition. Et justement à la fin de ce réquisitoire, il sonnait très exactement 11h30. À la fin de ce réquisitoire, Oswaldo Meki a pris la parole. Les 2 co-accusés justement. Meki dira: on n'a pas besoin d'être riche pour être généreux. Si c'est ainsi que mon ami, parlant du colonel, souhaite avoir le grade de général, je lui souhaite bonne chance. Une seule phrase de la bouche de Bokor à la fin de cette réquisition: rien n'est éternel, sauf Dieu, tout passe. Eh bien, la suspension est intervenue à 11h47 et on s'en tient à cela justement,
actuellement, l'audience est suspendue à la Criette. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre dans la suite des événements? Justement, à la reprise de l'audience cet après-midi, assurément, il y aura le verdict qui sera prononcé par la présidente de la juridiction. C'est l'étape à laquelle on s'entend. Et elle va d'abord tabler sur le pénal, c'est-à-dire la réquisition du procureur spécial qui est le principal poursuivant aujourd'hui pour ce complot contre l'autorité de l'État. Elle aura soit à confirmer la réquisition du ministère public, c'est-à-dire condamner Bokor et Omeki à 10 ans de réclusion criminelle et 20 ans pour Roch Nyeri, ou à diminuer les peines. Elle en a le pouvoir et l'autorité, ou même le collège de juges peut décider d'augmenter les peines, d'aller au-delà de ce qui est requis. Donc là, ils ne sont pas encore condamnés. Jusque-là, ils sont présumés innocents, sinon présumés coupables, si vous voulez. Nous en sommes encore à attendre la reprise de ce procès pour justement la confirmation ou non de la réquisition ou la sentence. Donc les lèvres sont suspendues au bout de cela. Mais juste après, aujourd'hui, dans la suite de l'audience ou même après suspension pour demain ou on ne sait quand, le collège de juges sera appelé à se prononcer sur la demande de la partie civile. Vous vous souvenez, hier, ça a fait le tour des réseaux sociaux. L'avocat de l'État béninois, Maître Maximin Kakpo Assogba, demande à la Cour de condamner les accusés et surtout demande qu'ils paient 77 milliards de dommages et intérêts et la saisie de tous leurs biens pour la réparation des préjudices. Ça, c'est la partie civile. Après la réquisition du procureur sur le volet criminel, c'est-à-dire la peine privative de liberté ou non, le collège de justice, c'est-à-dire la juridiction, la Criette, pourra revenir là-dessus. Donc, principale étape à attendre cet après-midi, le verdict qui pourra suivre les réquisitions du procureur ou non, et puis ensuite la décision du juge sur les dommages et intérêts demandés par la partie civile, c'est-à-dire l'avocat de l'État béninois. Merci beaucoup à vous, William Pékin, pour toutes ces informations. Nous restons donc scotchés à la Criette pour en savoir davantage. Pour le moment, on passe à une autre information. La vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata Zime Yerima, accompagnée d'une forte délégation, a pris part au sommet africain sur l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie. Dans sa prise de parole, la représentante du chef de l'État a non seulement mis en lumière les potentialités énergétiques du pays, mais aussi invité les partenaires à venir investir librement au Bénin. Suivez un extrait de ses propos. Il y a que nous disposons déjà d'une politique nationale de développement des énergies renouvelables. Nous avons un code de l'électricité, nous avons une stratégie nationale d'électrification, nous avons un cadre réglementaire en réseau pour faciliter l'accès à l'électricité aux zones rurales. Nous avons une stratégie de raccordement à moindre coût qui permet donc aux populations d'avoir accès à l'énergie. En dehors des projets nationaux, nous sommes en partenariat avec les pays de la sous-région pour le développement de projets d'interconnexion régionale. Nous avons facilité le cadre du marché de l'énergie en revoyant notre code des investissements. La loi sur les zones économiques, la loi portant développement des petites et moyennes entreprises, nous sommes une destination vraiment sûre. Parmi ceux qui sont ici, il y a des investisseurs. Nous les invitons à venir s'installer chez nous. Le climat leur est favorable. Les réformes sont vraiment en cours. Et nous sommes, en ce qui concerne les investissements, un pays aujourd'hui sûr. Tenez par exemple au Bénin, en 1 ou 2 journées, vous pouvez créer votre entreprise au Bénin. Donc, s'il y a une destination vers laquelle les gens doivent se ruer, c'est la destination Bénin. Session du comité de pilotage du projet soutien à l'enseignement secondaire SENS au Bénin dans les locaux du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Il s'agit pour les membres de faire le bilan des 5 années de mise en œuvre du plan d'exécution du projet dans les établissements scolaires au Bénin et de se projeter sur l'avenir. Le compte rendu à signer Florence Bossa. Après 5 années d'exécution du projet SENS entendé soutien à l'enseignement secondaire, les acteurs concernés se retrouvent ici pour dresser le bilan. Ils sont appelés à faire un point global et surtout envisager des actions pour un achèvement complet des infrastructures en cours de finalisation et des activités de pilotage du sous-secteur. Grâce à l'engagement des parties prenantes, le projet affiche aujourd'hui des résultats remarquables, dont un taux moyen d'exécution physique de plus de 87% et un taux d'exécution financière
de 83,66%. Ces chiffres traduisent notre volonté commune de transformer le système éducatif béninois. Le projet SENS ne s'est pas limité à la construction d'infrastructures. Il a également posé les bases solides pour une gestion durable de l'enseignement secondaire au Bénin. SENS est un programme qui vise à contribuer à l'amélioration de l'accès et la rétention des élèves dans les collèges. Ceci à travers la construction des infrastructures scolaires. On dénombre à la date d'aujourd'hui 170 modules de 4 salles de classe et 340 blocs de latrines construits dans 110 établissements à un coût global estimé à 10 milliards de francs CFA avec le financement de l'Agence française de développement. Côté AFD, évidemment, c'est la fin d'un projet, mais ce n'est pas du tout la fin du partenariat. On poursuit les réflexions pour voir justement comment continuer à travailler ensemble, dans quelle mesure, et ça à horizon plus ou moins proche. Et on est très content de pouvoir vous accompagner pour améliorer l'accès et la qualité du système éducatif en faveur évidemment des jeunes béninoises et béninois. Le projet a impacté plusieurs établissements scolaires dans 6 départements du Bénin. Les recommandations sont faites pour la poursuite des activités prévues pour prendre fin en avril prochain. Achevée il y a quelques mois, la corniche est de Cotonou attise la curiosité, se changer les idées, faire une séance photo, discuter entre amis ou amoureux. Les raisons qui poussent les Cotonois à arpenter cette infrastructure routière sont multiples et variées. À travers cet élément, une équipe de la rédaction nous plonge dans l'ambiance qui règne sur la corniche est de Cotonou. Suivez plutôt. La corniche est de Cotonou. Cette imposante infrastructure de 2,3 km, située dans le 3e arrondissement au quartier Akpakpa, est fin prête. Après de longs travaux d'aménagement et de bitumage, cette belle infrastructure part de l'ancien pont devant l'immeuble Saint-Charbel et longe la lagune, puis la plage jusqu'à l'hôtel PLM Aledjo. Ce chef-d'œuvre réalisé par le ministère des Infrastructures et des Transports est constitué d'une piste cyclable, d'une chaussée, de zones de plaisance et des aménagements paysagers. Tout ceci pour assurer l'embellissement de la berge lagunaire. Cet ouvrage d'envergure, bien que pas encore ouvert à la circulation, retient déjà l'attention de bon nombre de riverains. On m'a dit que le Bénin est un très bel endroit à visiter. Il y a plein d'endroits touristiques. Beaucoup de beaux endroits et puis c'est un pays en perpétuel développement. Donc je voulais voir ça de mes propres yeux. Jeunes, commerçants, pêcheurs et bien d'autres, ils viennent pour diverses raisons. Je suis venu me distraire. Comme je fais rien à la maison, j'ai décidé de venir ici avec mon ami. C'est la deuxième, troisième fois que je viens ici, là. Si on est là, juste to cache mes fournis, juste prendre de l'air me distraire. La route est très bien faite, elle est jolie. C'est pourquoi nous venons ici prendre des photos. Nous venons aussi prendre de l'air frais pour nous détendre. Si certains y viennent pour y passer du temps et profiter du cadre apaisant pour se détendre, d'autres y viennent aussi pour des activités d'ordre professionnel. Je suis venue ici pour gérer des photos et surtout pour valoriser ma tenue parce que je suis une styliste. Oui, j'ai trouvé les clients beaucoup même. Je vais chercher une autre encore. Souvent, on a vu des personnes qui venaient ici, ils font de très jolies photos. Parce que c'est un lieu qui ressemble un peu à Paris, je vais dire. Pour beaucoup, il s'agit d'un pari réussi par le gouvernement. Et pour d'autres, il va falloir prendre des dispositions pour que cet investissement ne se dégrade du fait de l'action humaine, comme c'est le cas avec plusieurs autres infrastructures érigées à grands frais dans le pays. Il y a eu beaucoup de développement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi quelques trucs encore à améliorer. D'abord, on va voir l'entretien. C'est un très bel endroit. La route a été bien faite, elle est droite et c'est très beau. C'est un très beau paysage. Ils ont bien choisi l'endroit, ça a été très bien aménagé. Le seul problème que je dirais, c'est les gens qui viennent ici pour prendre des photos et autres. Ils viennent pour prendre des photos, pour mettre l'endroit en valeur, mais on ne les sensibilise pas encore assez sur le fait de garder cet endroit propre. Et en dehors de ça, il y a aussi les locaux. Il y a les locaux qui viennent, qui restent ici, vous venez en journée et puis vous voyez quelques trucs qui ne vous donnent pas envie de revenir. Vous voyez des gens fumer, des déchets déposés n'importe comment ou bien
plein de petits trucs comme ça qui font que ça détériore comme ça, la beauté de l'endroit. En attendant sa mise en service, la corniche est de Cotonou se positionne comme l'une des attractions de la capitale économique du Bénin. Dans la suite de cette édition, les membres du gouvernement ont tenu leur traditionnel conseil des ministres ce mercredi. Au terme de celui-ci, plusieurs décrets et décisions ont été prises et adoptés. Suivez un extrait du porte-parole du gouvernement, Wilfred Léon-Dongbechi. Ce mercredi 29 janvier 2025, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013, modifié et complété portant code de procédure pénale, puis approbation des statuts de l'Office national d'imprimerie et de presse, ONIP. S'agissant des communications, en point 1, contractualisation pour la mise en place de la base de données sur l'enseignement supérieur. La délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur a, entre autres attributions, l'évaluation des enseignants et chercheurs du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À cet effet, elle a besoin d'informations et de données fiables lui permettant d'accomplir efficacement sa mission. Pour ce faire, elle a élaboré des formulaires digitalisés en vue de collecter par elle-même certaines informations à traiter et à visualiser dans un environnement approprié. Par ailleurs, d'autres renseignements et statistiques à caractère général nécessaires à son action sont censés être disponibles dans les bases préexistantes. Or, celles-ci sont actuellement éparses et peu consistantes pour être judicieusement exploitées aux fins de besoins spécifiques. D'où l'intérêt à disposer d'un outil permettant une automatisation de ces processus internes, une interopérabilité entre différentes structures et un accès en temps réel à des statistiques crédibles. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé en faveur de la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour la mise en place d'un système d'information et d'une base de données spécifique sur l'enseignement supérieur. En point 2, réalisation des études d'impact environnemental et social de certains projets du programme d'action du gouvernement. L'autorité de régulation du secteur de la santé était dans la soirée de ce mardi face aux hommes des médias. C'est une séance d'échange avec les professionnels des médias conjointement animée avec les représentants de l'Organisation mondiale de la santé. À l'occasion, l'activation du dispositif mis en place par l'autorité de régulation du secteur de la santé a été annoncée. Officiellement lancée en mars 2024, un bilan de son déploiement a été fait en décembre dernier. Dans le cadre donc de son activation, une mission d'experts de l'Organisation mondiale de la santé va procéder à la formation des formateurs. Suivons pour plus de détails Lucien Dosoubété, président de l'ARS. Depuis cette date, les différents établissements de santé du pays, qu'ils soient établissements hospitaliers ou établissements de santé de premier contact, a pris la peine de déployer en son sein. Nous avons, le 19 et 20 décembre, fait un point de ce déploiement qui a montré que des efforts substantiels ont été faits par chacun des établissements, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, pour que ce déploiement soit une réalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en janvier 2025, nous passons à l'activation de ce dispositif pour que, très rapidement, les utilisateurs de services dans notre écosystème sanitaire commencent à remarquer les changements qui vont dans le sens de réduire ou de voir disparaître même tout ce qu'on peut observer comme préjudice évitable à l'occasion des soins. Cette conférence de presse est motivée particulièrement par l'arrivée d'une mission de 2 experts de l'OMS
experts spécialisés en sécurité des patients, pour venir accompagner l'ARS dans ce qu'elle fait. Nous avons prévu au cours de cette semaine que va durer la mission, avoir des activités diverses, dont la principale est un atelier de formation qui va démarrer et qui va permettre de mettre en place dans l'écosystème sanitaire du Bénin des formateurs nationaux spécialisés en sécurité des patients. Cet atelier va se dérouler à l'hôtel Azalaï, mercredi jusqu'au vendredi 31 janvier 2025. Il faut dire que le dispositif a pour but d'assurer aux patients soins de qualité et éviter au maximum les préjudices. L'autoroute du corridor Abidjan-Lagos qui va bientôt relier 5 pays de l'Afrique de l'Ouest sera bientôt une réalité. Les experts mobilisés à Cotonou sont en atelier d'examen technique et de validation du projet de rapport final et d'études de facilitation du commerce et du transport. Les travaux démarrés le mercredi 29 prennent fin demain 31 janvier. Plus de détails sur le contenu de ce projet avec Teddy Godalo et Jocelyn Mariga. Autour de cette table, des acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre du projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos. Ces assises déterminent le démarrage imminent des travaux qui vont relier 5 pays, à savoir le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ce projet a plusieurs composants, c'est-à-dire au niveau des douanes, au niveau de divers services administratifs, au niveau du transport, etc. Donc, nous travaillons ensemble aujourd'hui pour voir s'il y a une synergie, si toutes ces composantes peuvent travailler en synergie et bien conduire le projet. Cette autoroute est d'une longueur d'environ 1028 km. Elle relie les principales villes des pays concernés à travers une zone à fort potentiel économique représentant soit 15% du volume des échanges en Afrique de l'Ouest. Au Bénin, le trajet de l'autoroute prend en compte les localités d'Atiémé, Ouenga, Toribosito, Godomé et Sémékraké avec un linéaire de 127 km. À la date d'aujourd'hui, vous allez voir que pour le transport, si vous quittez le Nigeria pour venir seulement au Bénin, tout le temps que vous passez sur la route, quand vous quittez peut-être la frontière du Togo pour aller au Ghana, toutes les formalités que nous faisons au niveau des postes de contrôle juste à poser, ce sont des difficultés qui impactent vraiment négativement le transport. Nous avons beaucoup de parties prenantes sur le secteur public, le ministère du Commerce, infrastructure, les douanes. Nous sommes dans une étape critique à valider une étude qui forme la base d'une série de projets qui doivent mettre en œuvre. Pour la mise en œuvre du projet, la commission de la CEDEAO et les pays membres ont réussi à mobiliser un montant total de près de 27 milliards de francs CFA. Le corridor Abidjan-Lagos est un projet du programme de développement des infrastructures en Afrique. Il a été approuvé par les chefs d'État et de gouvernement africains en février 2012 lors du 18e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. On va pour finir s'intéresser à l'actualité des guépards évoluant à l'extérieur globalement. Que faut-il retenir des récentes sorties des internationaux béninois avec le club respectif? Ils étaient bien nombreux à avoir joué le week-end écoulé dans leurs différents championnats. On va suivre le point de leurs différentes performances avec Candide Ouintan. Le tour d'horizon de l'actualité des guépards à l'extérieur de cette semaine démarre en France. À l'occasion du match avancé de la 20e journée de la Ligue de BKT, Grenoble Foot 38 de Junior Layton s'est incliné devant le FC Metz sur un score de 3-0. Remplaçant au coup d'envoi, le milieu de terrain béninois est entré à la 63e minute de jeu. Son club occupe provisoirement la 9e place au classement avec 27 points. On reste en France, cette fois-ci en division inférieure. À l'occasion de la 17e journée du 4e échelon du championnat français, le FC Girondin de Bordeaux de Youssouf Assoba a décroché une 3e victoire consécutive dans le groupe B.
Le Guépard et ses coéquipiers se sont imposés à leurs homologues du stade pour AT20 FC 2-1. Pour cette explication, le latéral 3 béninois enchaîne avec une nouvelle titularisation. Bordeaux compte 30 points et reste deuxième au classement à 3 unités du leader avec un match en moins. De leur côté, le FC Chambly-Oise et Melville de Rémus se sont inclinés devant leurs homologues du FC Balagne sur un score de 2-1 dans le groupe C. Aligné au départ, le Guépard disputait l'intégralité de la rencontre. Son club occupe actuellement la 8e place avec 20 points et un match en moins. En Belgique, l'on jouait ce week-end la 23e journée de la Jupiter Pro League. Dans ce cadre, le Standard de Liège et Andreas Tondy ont enregistré un 3e succès consécutif à domicile. Les Rouges se sont imposés à leurs homologues du FC Vedender par un score d'1-0. Remplaçant au coup d'envoi, l'attaquant béninois est entré en jeu à la 69e minute et enchaîne ainsi avec son 3e match sous la couleur du club belge. Le Standard de Liège est l'actuel 6e au classement avec 34 points. Imran Hassan fait ses débuts sous la couleur de son nouveau club en première division suisse. À l'occasion de la 20e journée, le milieu de terrain béninois et Grasshopper Club Zurich ont partagé les points avec Young Boys au bout d'un score nul et vierge. Arrivé au club il y a quelques semaines, le milieu de terrain béninois est entré en jeu à la 87e minute. Son club occupe provisoirement la 10e place au classement avec 19 points au compteur. Apollon Limassol de CSI d'Almeida a été freiné à l'occasion de la 20e journée du championnat de Chypre de première division. Le milieu de terrain béninois et ses coéquipiers ont courbé les chines devant ALS Omonia sur un score de 2-1. Laissé au banc au coup d'envoi, le Guépard a fait son entrée à la 52e minute et va écoper d'un carton jaune à la 53e minute. Son club reste 6e au classement avec 31 points. En Roumanie à présent, David Kiki retrouve enfin les aires de jeu après environ 6 mois. À l'occasion de la 23e journée de la Superliga, le FC Bucarest et son Guépard se sont imposés à Utah Arad par un score d'1-0. Titularisé au départ, le latéral gauche béninois a dû céder sa place à la 85e minute sur blessure. Son club garde la 2e place au classement avec 41 points à égalité de points avec le leader. À l'occasion de la 21e journée de la 2e division turque, Ümraniyeспor de Sebiosoukou s'est imposé par un score d'1-0 à Sanliurfaspor. Titulaire au coup d'envoi, le milieu de terrain béninois a cédé sa place à la 67e minute. Ümraniyeспor grimpe à la 12e place avec 29 points au compteur. Terminons au Nigeria. Dans le cadre de la 20e journée de la Première Ligue nigériane, Remo Stade du portier béninois Serge Obassa a pris le meilleur sur Aqua United FC par un score de 2-1. Aligné au départ, le gardien béninois a disputé l'intégralité de la rencontre et compte 9 clean sheets en 15 matchs joués cette saison. Remo Stade reste leader au classement avec 39 points. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.